Eh ben c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit spécial édition Nice championnat du monde d'Ironman. Salut Mika, comment vas-tu? Salut tout le monde, une belle édition qui nous attend, mais on va pas plonger tout de suite sur les championnats du monde, on va commencer doucement. Commençons par des petits championnats d'Europe, parce qu'on a l'honneur d'avoir un double vice-champion d'Europe avec nous. Donc par contre, le monsieur aime pas la première marche, mais on va t'excuser pour ça. Ouais, j'ai fait ce... j'ai fait ce que j'ai pu, ouais. Ouais, ce week-end c'était donc championnat d'Europe groupe d'âge à Vichy avec donc il y avait une épreuve para évidemment et puis il y avait l'épreuve sprint samedi par catégorie d'âge, drafting, et puis l'épreuve olympique dimanche par catégorie d'âge, sans drafting. Donc, comme je suis gourmand, je m'étais inscrit sur les deux, et l'idée c'était un petit peu de, comme j'étais champion de France sprint en titre, et je me disais, bah, je vais aller voir comment ça se mesure, et puis l'idée c'était de dire, allez, je vais essayer de bien donner sur le sprint. Si ça passe pour une médaille, eh ben, on gérera sur l'olympique. Et puis par contre, si j'étais pas bien sur le sprint, l'idée c'était de lever le pied et puis d'en garder sous la semelle pour l'olympique. Et quand donc déjà Vichy, le site est quand même fantastique, quoi. C'est le site du Krebs là-bas, c'est quand même, enfin il y a des parkings, c'est facilement accessible. Ce bord de la rivière d'Allier, on peut dire ce qu'on veut, mais la ville de Vichy, ils ont quand même fait vraiment du bien entre le parc qui est côté ville, qui est vraiment fantastique, et puis le côté hippodrome, où il y a ce grand parc également, il y a les bords d'Allier, il y a des parties avec des boardwalks, enfin c'est beau, c'est bien fait. Enfin, moi j'adore. Franchement, c'est vraiment un site qui se prête super bien à la pratique triathlon. Euh, il y avait une belle organisation, c'était bien fait pour les familles. Il y a des parcs pour les gamins. Il y avait une série de food trucks qui était là. C'était vraiment. Écoute, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et la dernière fois que j'étais allé à Vichy, ça remonte un petit peu. C'était en 2015 pour l'Ironman. Et, euh, et autant j'avais pas été un grand fan de la natation et puis du vélo de l'Ironman à cette époque-là, autant j'avais adoré le parcours à pied des 4 boucles de 10 km où tu faisais les tours entre les deux ponts et puis tu tournais dans le parc. Et j'ai vraiment retrouvé un petit peu ça où, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de particulier. Le paysage est beau. Vous passez dans ces grands parcs avec des arbres qui sont centenaires, c'est vert, ça serpente, c'est beau. Enfin, ça a de la gueule. Franchement, je pense que il n'y a pas beaucoup de sites en France qui se prêtent aussi bien à la pratique triathlétique. Et puis c'était championnat d'Europe, donc il y avait quand même du monde. Je crois qu'ils annonçaient 1700 athlètes sur le week-end, donc c'est quand même, tu vois, de la grosse organisation. Presque plus de monde qu'à Nice. Avec plus de monde qu'à Nice, ça c'est clair. Et surtout, ben, plus d'étrangers que de Français, quoi. Donc c'est quand même. Moi j'étais vachement surpris. Il y avait quand même 500 British, hein. Donc les mecs ils étaient venus en force, quoi, hein. Je veux dire, ils pensent que Vichy, enfin, je veux dire, on n'est plus en 43, mais ils étaient pas. Mais j'étais vraiment étonné de la représentation des autres fédérations et en discutant un petit peu avec les athlètes étrangers, il y avait un Hollandais qui était dans la catégorie, il était chez les jeunes, il était chez les 50-54, et, et en discutant avec lui, il m'expliquait qu'en Hollande, en fait, pardon, ils ont un circuit de 5 courses où ben, à chaque fois que vous allez sur ces courses-là, vous êtes éligible à une qualification au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Et en fonction de votre place, il n'y a pas de système de roll-down, mais à la fin de la course, en fonction de votre positionnement, il y a un certain nombre de places qui sont attribuées. Si vous êtes dans le top 5, vous pouvez vous inscrire directement sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et je trouve que d'encourager une pratique groupe d'âge de haut niveau sur des distances courtes comme ça, bah c'est quand même vachement bien, quoi. Mais même Et, sur et- le circuit fédéral, que ce soit à courte distance ou moyenne distance, il faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait l'accent qui soit mis un petit peu là-dessus, parce que les circuits privés, c'est bien, hein, je dis pas que T100 et Ironman, c'est pas bien, mais à un moment donné, un titre de champion de France, c'est un titre de champion de France. Et championnat d'Europe et championnat du monde, c'est des courses qui existent, officielles. Faut rappeler que le championnat du monde Ironman 73 ou Ironman full distance, ce ne sont que des titres privés qui n'ont absolument aucune valeur. Enfin, ça n'a aucune valeur.
c'est pas reconnu, c'est pas fédéral, c'est pas tout ce qu'on veut. C'est tout le monde connaît ça, mais des champions du monde à Ironman 73, il y en a, en veux-tu en voilà, des champions du monde longue distance, il y en a un. Ouais. Il y en a un. Et ça, il faudrait que ce soit remis un peu. Faudrait que l'Église soit remise un peu au centre du village sur la pratique groupe d'âge fédéral, quoi. Ouais, complètement. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de boulot au niveau de la fédération, et j'aimerais bien que ce soit un dossier qui soit pris à bras le corps par l'équipe de Cédric Goss, parce que on se rend compte que dans les autres nations, cette pratique groupe d'âge, elle est vraiment mise en avant, quoi. Et moi, on peut dire ce qu'on veut, mais je me régale du fait d'aller et de regarder les courses para, de regarder les courses des groupes d'âge. Putain, le mec le plus vieux hier, il avait 87 ans, quoi. 85, 89 le groupe d'âge. Ils étaient deux. Et, euh, et, et, et ça a quand même de la gueule, quoi. Et les mecs, on les fait monter sur le podium, ils sont inspirants, c'est des belles histoires. Et puis, je trouve qu'il y a un certain niveau de fraternité à ce niveau-là. Et puis surtout, on encourage aussi une pratique fédérale avec des athlètes qui sont reconnus et qui sont. Je trouve que ça a quand même de la gueule, moi, plutôt que d'aller courir perpétuellement sur des circuits privés. Et j'aimerais bien que certains bons groupes d'âge français prennent de temps en temps leur courage à deux mains, puis viennent se frotter sur ces circuits-là, parce que c'est assez rigolo. C'est que souvent on entend ah ouais, les gars ils vont courir sur le circuit des ITU ou ETU parce qu'il n'y a pas de niveau. Ouais, mes couilles, hein. Je peux te dire que hier quand tu regardes les temps, je crois qu'en 45-49 ça court 15-50 hein, le sur le sprint, hein. Donc voilà, moi j'ai couru 17-23, je fais que le deuxième temps à pied, hein. Donc en 55-59, il y a quand même un mec qui me met 10 secondes. Donc T'aurais pu courir 17-13 d'ailleurs. T'aurais pu forcer un peu, quoi. c'est vrai, j'aurais pu forcer un petit peu. Mais, mais mais j'ai bien géré la course, si tu veux, comme d'habitude. J'ai posé le vélo, j'ai fait 1000 mètres à bloc, 3,14, et puis derrière, des- quand j'ai, On reprendra à part la notion de gestion de course, mais après. ouais, c'est ça. Si tu veux, je suis sorti du parc, le couteau entre les dents. J'ai vu le Français qui était devant, que j'avais battu au championnat de France à Gravelines, et j'ai dit, il faut que j'aille le chercher tout de suite, parce que sinon jamais je le revois. Et puis je me disais, putain, tu dois quand même pas mal courir là, mon cochon, parce que ça avait l'air d'envoyer quand même pas mal. Quand la montre a sonné, j'ai vu 3,14, j'ai dit, ouais, aïe, mec, qu'est-ce que t'as fait? Mais bon, écoute, moi je suis assez content de mes courses, de mes deux courses. Le sprint drafting, c'était c'est quand même sympa ces courses avec drafting, putain, tu sais. J'ai pas très bien nagé, je dois sortir 7 ou 8. Et il y avait un petit groupe devant avec deux, trois bons nageurs, un British, le français, là, Fravalo, qui est vraiment costaud dans l'eau. Et puis ils étaient un ou deux autres, et puis nous, je me suis retrouvé un peu isolé derrière. Derrière, il y a un Hongrois qui est revenu, qui était une putain de machine de course. Le mec, il avait des jambons comme un charolais là, et il envoyait. Enfin, Et alors? Bien, ça? ouais. Mais si tu veux, on avait trois boucles de 6 et quelques, et le mec visiblement, il avait une notion de rouler ensemble qui était pas la même que la mienne. C'est-à-dire, je prends un relais, je mets tout le monde à 3 mètres. Et puis derrière, il nous a un signe pour qu'on passe. Mais si tu veux, quand t'as fait 200 mètres derrière, à 3 mètres derrière le gars, le couteau entre les dents pour essayer de pas te faire dropper. Et puis ensuite, il y a le Belge qui est revenu sur moi. Et là, les Belges étant un petit peu plus raisonnables que les Hongrois, on a réussi à peu près à s'organiser et revenir graduellement sur la tête. On rentre pas avec eux, mais on rentre pas loin. Et on fait une bonne transition. D'ailleurs, quand tu regardes les temps de transition, les trois derrière, on est à 1 seconde. Et on est parti à bloc complet. Moi, on m'annonce 8e à la sortie du parc. Et puis, je reprends trois gars. Et le Belge revient sur moi à 250-300 mètres du finish. Et j'avais en tête, moi, que je me battais pour la 5e ou la 6e place. Alors que je me battais pour la première place parce que j'étais en tête. Et puis, au final, quand il m'a passé, je veux pas dire que j'aurais pu le suivre, mais je me disais, bon, 5e ou 6e, ça va pas changer grand-chose. Donc, j'ai peut-être inconsciemment un peu levé le pied, ce qui était une erreur phénoménale. Et puis, je finis à 4 secondes. Bon, voilà. Deuxième sur le sprint, c'était pas mal. J'étais content, contrat rempli. Et puis l'après-midi, récup, je suis allé reconnaître le parcours vélo sur le vélo de chrono. Euh, et puis le lendemain, rebelote sur l'Olympique où j'ai pas mal nagé, je sors deuxième de l'eau.
Et là, c'était donc sans drafting. Et il faisait vraiment un temps miséreux, quoi. On a pris de la flotte tout le long. Moi, j'avais très très froid. J'ai hésité à mettre, j'avais préparé un petit coupe-vent. Et puis au début, j'ai dit, ouais, non, allez, c'est bon, ça va peut-être se calmer. Puis en fait, on a pris de la flotte tout le long. Et ça m'a gêné un petit peu sur les 10 derniers kilomètres où je grelottais pas mal quand même. Et je me suis rapidement retrouvé en tête sur le vélo. Et puis il y a un Allemand qui est venu et qui était vraiment vraiment solide. Je suis resté 5 peut-être 6 kills au contact avec lui. Et puis il m'a fait sauter le caisson comme il fallait. Et jamais j'ai pu rentrer. Et le gars il doit me mettre 2 minutes à vélo. Donc ça roulait quand même fort fort fort. Et le retour, on venait sur tu sais, les bords de l'Allier en fait, et toute la partie qui est aménagée avec des parties planches en bois et tout ça là. Et ben là, quand il pleut sur les planches en bois, c'est pas trop large par endroit. Moi, j'avais pas spécialement envie de finir dans les barrières ou de finir dans l'Allier, donc j'ai levé un petit peu le pied sur cette partie-là. Ça m'a coûté un petit peu de temps, peut-être une vingtaine, trentaine de secondes, mais au moins je suis resté sur mes roues parce qu'il y avait des parties où ils avaient mis de la moquette sur les planches en bois. Et tu savais pas s'il fallait passer sur la moquette ou sur les planches en bois parce qu'il y avait un côté c'était de la glace puis de l'autre côté c'était de l'huile. Donc gaffe, départ à pied, ça grinçait un peu quand même quoi. Le 5 kilos, je l'avais un peu dans les dents et j'ai jamais réussi à revenir sur l'allemand. Je fais une bonne course à pied, j'ai dû courir 38, donc j'étais content après la veille. Et puis derrière, c'était à 5 minutes, donc il y avait pas de risque derrière. Donc 2 fois deuxième. Voilà, pas, j'aurais préféré faire une fois premier et puis un peu plus loin derrière, mais bon voilà, ça fait le job, on dira. Et puis j'étais vraiment, 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 je me suis fait plaisir à faire ces 2 courses-là. C'était une belle épreuve, c'était bien organisé, une bonne ambiance. On a pu discuter, on a fait des copains. Enfin voilà, c'est pour moi le triathlon, c'est ça quoi. Ça donne envie et ben, si on peut essayer d'approcher à nouveau Cédric et remettre un petit peu le sujet dans ses oreilles, ça peut être bien parce que c'est vrai que c'est le vrai triathlon quand même et qui donne envie d'y retourner tous les week-ends. Ben, d'ailleurs, il était à la remise des prix, Cédric. Ben, vous aurez l'interview là qui va vous être balancée. On ne sait pas si on la balancera avant ou juste après le compte rendu de Nice. Non, ça sera après. Ça sera après. Je pense qu'on va lancer tout de suite et puis après on lancera Cédric. Et donc Cédric était là sur les 2 épreuves. C'est lui qui remettait les médailles. Et on a pu passer un moment à discuter et on sent qu'il est impliqué dans cette pratique groupe d'âge. Il est là, il est présent. Et il est un petit peu. Bah, on a pu discuter un petit peu de Nice parce que c'est moi qui lui ai appris que Marjolaine avait fini 4 et il m'a dit bah, je vais lui envoyer un texto tout de suite. Euh, et voilà, je trouve qu'ils sont un petit peu déconnectés. Alors forcément, il était certainement très occupé cet après-midi-là avec les courses et puis toute la fédé européenne, mais la pratique du triathlon, c'est une pratique qui est multiple et que ce soit le longue distance, que ce soit le court distance, que ce soit la fédé internationale ou tout ça, on a quand même des Français qui sont devant et qui gagnent. Moi, j'ai trouvé positif qu'ils soient là pour remettre les médailles et puis passer un petit mot et passer un petit peu de temps avec les groupes d'âge. Euh, voilà, il peut pas être partout non plus. Il pouvait pas être à Nice, il pouvait pas être partout. Mais je trouve qu'on a un gros, gros, gros focus sur la pratique courte distance fédérale et que le reste, malheureusement, passe un petit peu à la trappe et c'est peut-être un petit peu dommage. Allez, on y croit et ça bougera peut-être un petit peu dans le futur et puis on verra comment ça va évoluer. Cédric nous disait qu'il est partant il a reconstruit une équipe pour être partant pour un nouveau mandat. Euh, bon, voilà. Wait and see. On verra ce qu'il en est. Ouais, c'est ça. On lui laissera le bénéfice du doute, mais je pense que sur le fond, c'est quelqu'un qui aime foncièrement la pratique. Et on a tous une vision différente, mais euh, forcément, on n'est pas d'accord. Hein, on n'est pas d'accord sur plein de choses avec sa vision, avec ses trucs, mais je trouve que c'est quelqu'un qui écoute en règle générale ce qu'on lui dit. Et moi, j'apprécie plutôt quand il est en off et comme hier, on a pu passer un quart d'heure à discuter tous les deux. Je trouve que c'est quand même quelqu'un qui tient la route et puis qui a une vraie passion pour le sport. Donc, allez, allez, on dira B+. Une très très bonne. Non, mais il fait le job. Il est au contact des pratiquants et il peut pas tout faire non plus. Il va pas révolutionner le gros bateau tout seul tout de suite. Mais je pense qu'effectivement, ça va dans la bonne direction. Donc, on peut lui. Apparemment, on a l'écoute.
Donc ça peut être bien si jamais on arrive à mettre ça aussi un petit peu en avant, qu'il n'y a pas que il y a pas que le triathlon olympique et les JO. Et les JO, il y a la pratique longue distance, il y a la pratique groupe d'âge, il y a tout ça. Ouais, puis si tu veux, il est pas aveugle non plus. Il a passé le week-end à Vichy, il a bien vu qu'il y avait plus de British que de Français. Donc voilà, C'est il que y a c'est un possible. moment. C'est Voilà, possible. il y a un moment, il faut se poser un peu la question. Il y avait énormément d'Allemands, il y avait des Turcs. L'année prochaine, le championnat d'Europe est en Turquie. Putain, c'est beau, quoi. On va courir à Istanbul, on va courir dans le parc du Galatasaray pour ceux qui connaissent Istanbul. Ça a quand même de la gueule, quoi. Normalement, si tout se passe bien, si les autorisations et si d'ici le Middle East part pas en couille, on devrait pouvoir courir sur le pont sur le Bosphore. Donc avoir une course à pied qui passe d'Asie en Europe, putain, ça a quand même de la gueule. Donc voilà, moi je trouve que cette fédération internationale, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Euh, Faut essayer de soutenir tout ça, quoi. Bon, et parlons de la population niçoise alors. Alors Nice, et ben là, on a vu du spectacle, on a vu une belle course. Est-ce que tu arrives à sortir le nombre de finishers? Tu penses que tu peux nous faire un petit peu de digging là-dessus? Donc hier, pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui vivaient dans une grotte, c'était les championnats du monde Ironman à Nice. Première fois pour Bobo. Ah Euh, ouais, Bobo tête. Vas-y, balance. Bobo tête. Non. Age Group Woman, donc du coup, tu me demandes d'aller regarder, je regarde, hein, je vais Ouais. sur le site Ironman, résultat, il suffit d'aller regarder. Donc il y a deux catégories, soit les pros, soit les Age Group. Age Group Woman, quand on clique sur le Age Group Woman général, résultat de 1 à 1101. D'accord. Donc voilà. Ouais, 1101 finisher. ouais. Donc c'est en gros 800, 900 de moins que les hommes l'année dernière. J'avais une amie qui courait qui me disait qu'elle pensait qu'il y avait 1400 starters chez les groupes d'âge femmes. Alors ça fait un gros contingent de femmes, mais c'est loin des espérances d'Ironman. Faut pas oublier que quand Ironman avait fait pour la première fois un championnat du monde Ironman hommes et femmes qui était à Hawaï un le jeudi et un le samedi, leur idée c'était d'amener 5000 participants. Donc 2500 hommes et 2500 femmes. Ils en étaient pas loin quand c'était à Hawaï. Là clairement on est à la rue, quoi. Alors juste pour souvenir, en 2022, parce que c'était en octobre 2022 que c'est arrivé, ils avaient annoncé 2500 et 2500 sur les deux courses. La seule course qui avait fait quasiment le plein, c'était la course homme. La course femme, il y avait déjà que 1900 starters. Il y avait un tout petit peu moins de finishers. Et l'année dernière, ils nous ont mis en avant le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de pourcentage de finishers à Hawaï, Chez les femmes, ouais. chez les Bah oui, femmes. c'était que femmes, ouais. Ce qui est tout à fait logique et remarquable. Par contre, la mise en avant du nombre de finishers à Nice, est-ce que ça va être la même cette année ou pas? Je n'en sais rien. Personne n'est dupe sur ce fait-là. Il suffisait de regarder la retransmission télé. C'était le désert. Si on retirait les amis et la famille des participantes, Edge Group, il y avait personne, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas d'engouement sur l'événement. Pour avoir été à Nice quelques fois et pour l'avoir couru quelques fois, l'ambiance était absolument pas la même. On parle quand même de la finale du championnat du monde d'un circuit privé. Et on peut dire ce qu'on veut, le projet marche pas, le projet marche pas. Enfin, aujourd'hui, ça serait se mentir à soi-même que de se dire que ça marche. Maintenant, on va parler de la course, on va parler de l'aspect sportif, mais Ironman championnat du monde à Nice, non. Non, ça marche pas, visiblement, ça c'est pas vendeur, ça attire pas beaucoup. Et tu sais, moi sur le fond, je pense pas que ce soit Nice qui n'attire pas, je pense qu'ils se sont fourvoyés complètement avec le sur leurs tarifs, quoi. Et Multifactoriel, c'est pas le ouais, non, seul, à mon avis, il n'y a pas mais qu'une oui, seule raison, c'est clair. mais bien Mais sûr. c'est clair que Nice fait moins rêver. C'est clair que, comme on le disait l'année dernière, quand le triathlon arrive à Hawaï, à Kona, le triathlon prend vraiment la ville en hold-up, quoi. C'est un petit peu comme quand le triathlon allait à Saint-Georges. Le triathlon, les triathlètes prennent la ville en hold-up. C'est comme quand vous allez à Roth, la ville vit, respire triathlon. Le triathlon à Nice, c'est une autre manifestation sportive qui a lieu dans une très très grande ville française.
Et Monopolisé par de multiples événements sportifs. ouais, Le Tour de France, il passe X fois, enfin, que ce soit le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, ils sont... il y a un nombre d'événements sportifs là-bas incalculable. Et du coup, les habitants sont quasiment pris en otage quasiment tous les week-ends, ou un week-end sur deux, ou un week-end sur trois. Et ça les intéresse plus. Déjà, la moyenne d'âge à Nice, elle est quand même pas super élevée, hein. Enfin, faut pas se mentir. Quand on va à Nice hors saison, c'est pas une ville de jeunes. Et le spectacle sportif les embête plus qu'autre chose. Donc ça, même si les politiques sont contents de faire venir ça sur cette période de l'année, je pense pas que ça va drainer beaucoup de monde à l'avenir. si tu veux, moi l'année dernière, j'étais à Nice pour les championnats du monde Ironman quand Sam gagne. Et le soir, j'étais avec mon pote Volker, et le soir, on allait bouffer juste derrière 2 rues parallèles à la promenade des Anglais, si tu veux. Et on est une scène complètement hallucinante. On était au restaurant et il y avait des gens qui étaient à côté de nous qui nous demandaient quel avait été cet événement qui était là. C'est-à-dire que on était littéralement à 100 mètres à vol d'oiseau de la finish line et les gens avaient aucune idée de ce qui se passait. Et, euh, et je remets pas du tout en cause la légitimité de Nice ou du parcours, etc. Le fait est que ça fonctionne pas, que ça attire pas de monde, et puis que à Nice, bah, comme tu dis, ça a plutôt tendance à faire chier son monde que de les faire rêver, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, et je pense qu'il y a un moment. De toute façon, hier c'était flagrant, si tu veux. Moi, j'étais l'année dernière, on était un petit peu avant le demi-tour sur le parcours à pied. Et premier et deuxième tour, il y avait une densité d'athlètes qui était relativement faible sur le parcours. Troisième et quatrième tour de Sam, tu avais des athlètes hommes, c'était comme au triathlon de Nice, si tu veux. Tu avais du monde partout, etc. Hier, quand tu regardais, quand Laura Philippe ou Marjo couraient, c'était rare de les voir doubler une nana. Donc, il y avait littéralement personne, des écarts qui étaient monstrueux. Je, je pense que la finale du championnat du monde Ironman à Nice ne fonctionne pas et qu'à un moment, il faut bien qu'ils se posent des questions et qu'ils arrêtent de se taper sur le ventre parce que visiblement, ça fait pas rêver, quoi. Et je suis très curieux de voir où va avoir lieu le Tessan l'année prochaine sur la French Riviera. Alors, et comme j'étais à Vichy, j'ai rencontré pas mal de monde et puis il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant ça va mon bandit et tout ça. Et on est venu à parler un petit peu de tout ça. Et moi, j'ai eu des échos qui me sont venus la semaine dernière. Et puis là, j'en ai reparlé avec d'autres qui se sont recoupés. Et on est 3 à avoir eu à peu près le même bruit en se disant qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de Fréjus. Ouais, j'ai entendu les mêmes bruits. Bon, ben voilà. Donc, on vous l'annonce tout de suite. Le Tessan French Riviera sera à Fréjus. Allez, moi je mets ma petite pièce là-dessus et je pense que ça aura lieu. Et c'est pas mal parce que c'est quand même le site s'y prête aussi plutôt pas mal. Et puis je pense que si on mettait ça à Nice ou Cannes ou quelque chose comme ça aurait été également un petit peu dilué comme l'Ironman de Nice a pu être dilué là-bas. Mais bon, retour à nos moutons, retour à la course. On a une superbe gagnante. Moi, je suis hyper content pour Laura Philippe parce que c'est vraiment une athlète que j'adore. Je trouve que c'est une athlète ça fait des années qu'elle est sur le circuit et qu'elle a poncé et qu'elle s'est battue pour gravir les échelles les échelons un après l'autre. Et finalement hier la consécration sur une course qu'elle a menée vraiment à la perfection, quoi. Et conclut par un run en 2,46 qui, de mémoire, 2,45,59, pardon. 2,44,59 s'il te plaît. Pardon, 2,44,59. Et par un run qu'elle a conclu, je pense, étant le deuxième marathon le plus rapide de l'histoire sur une full distance. Derrière le 2,36 de... Ouais, et devant le 2,46 de Chrissy Wellington à Roth. Et en parlant de ça, moi, je l'avais mis de côté, mais je voulais en parler après, mais si tu l'abordes. Le déroulé de la course, il est assez incroyable parce que du coup, ça a bougé un petit peu quand même. Il y a eu un groupe, il y a eu des échappées, ça a été assez vivant comme course au niveau des pros. Par contre, le déroulé du marathon, il a été assez limpide et assez rapidement. Tous les commentateurs américains se disaient ça y est, on a une Iron Noire parce que Kat Matthews et Laura Philippe se sont quand même bien bataillés sur les 60-70 derniers kilomètres vélo
avec Kat Matthews qui était déchaînée, qui faisait une descente à couteau tiré, et notre Laura qui était derrière, qui gérait un petit peu son effort. Et je pense qu'elle a vraiment bien fait. Et puis sur les 5 premiers kilomètres, quand on a vu, elle se mettait des chiches, enfin c'était assez rigolo. Je pense que c'était peut-être pas vu par tout le monde, mais elles ont pas du tout géré le premier aller-retour en se disant on va partir pour un 42 bornes. C'est je prends le lead, tu prends le lead, ah bah attends bouge pas, je vais t'en remettre une. C'est je me mets à gauche, je me mets à droite. C'était super joli. Par contre au niveau des chronos, ça cause 2:44,59. Et on a notre Kat Matthews. Moi, je trouve que, alors, Laura Philippe est une magnifique vainqueur, mais Kat Matthews, quel mental. Et elle a, elle a pas réussi à accrocher, mais elle a pas explosé. En général, quand tu es en position de gagner et que tu te fais décrocher, tu peux aussi un petit peu, mais derrière, ça courait. On sait aussi que le circuit Ironman Pro Series, tu marques des points autant. Donc peut-être qu'il y avait un petit peu de, je veux essayer de garder une bonne position dans la série et donc pas prendre trop de temps à la fin. En fait, et en plus hier c'était double point quoi. Et Donc oui, ah, hier finale du championnat du monde, il y avait 6000 points. À chaque 6000 points au lieu de 5, d'attribués. c'est 1,2. Pardon? C'est 1,2 le facteur, c'est pas x2, c'est 1,2. La gagne sur un Iron, c'est 5000. Et là, sur le championnat du monde, c'est 6. Donc, Voilà, il y avait 6000 et savoir que chaque seconde vous perdez d'écart, vous perdez un point en fait. Donc l'intérêt, c'est évidemment de mettre le plus gros écart de distance entre vous et puis vos poursuivants si vous voulez vous placer au final. Mais on s'emballe un petit peu, on pourrait peut-être reparler un petit peu de la course. Et moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'avant-course avec 48 heures avant. Coup de tonnerre, Lucie Charles qui se retire. Donc moi je la voyais bâcher à pied. c'est pas 48 heures, hein, c'est la veille. Ouais, la Elle a veille. annoncé ça Et samedi. donc elle bâche sur blessure. Enfin bon voilà, pas de Lucie Charles au départ. Et redistribution des cartes. Ah oui. Je je pense pas que ça aurait impacté beaucoup la natation, la course, parce que la façon dont la natation s'est déroulée, c'était vraiment ventre à terre, c'est-à-dire que les filles sont vraiment parties à bloc. C'est Fenella Langridge, je crois, qui a mené une grosse partie de la natation. Ouais, avec Sanchez, Marta Sanchez qui a essayé de faire le sprint pour aller chercher la prime. C'était ridicule. Ça, par c'était contre, c'est pas bien. ridicule. Elle Mais a il y pas a marqué des 1500 points. balles. Tu sais qu'il y a 1500 balles. Et Oui, alors, oui, pour la mais petite histoire, pour ceux qui savent pas, il y a une année, à Kona, il y avait un athlète qui était, je me rappelle plus qui c'était, qui était un excellent nageur et qui pour lui, la prime de 1500 $, ça représentait quand même un petit peu d'argent. Et Yann Frodeno, qui cette année courait là, avait fait le sprint à la fin le long du pire pour sortir juste devant et puis sortir en tête de l'eau. Et il avait été extrêmement décrié, principalement par un de ses sponsors, dont je faisais partie, pour ce fait-là, parce que ça faisait, surtout que lui, il allait chercher la gagne à 165 000, donc d'aller piquer 1500 balles aux petits copains, ça avait été pas très très bien vu, et les gens qui aujourd'hui ont tendance à mettre un petit peu Frodeno sur un piédestal, et c'est vrai que c'est un athlète remarquable, exceptionnel, faut pas oublier que Frodo, il n'a pas toujours été comme ça. Et il était parfois un petit peu décrié comme étant extrêmement froid, extrêmement distant. Et et puis c'est un pro, all hein. about money quoi. Bah oui, c'est tout à propos de l'argent. Et cette histoire de sprint à la fin, c'est pas d'hier, ça a toujours été un peu historique. Dans les années 2010-2012, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, qui était recordman de la distance. Et il était un petit peu en situation toujours de monopole, où il était toujours devant. Et il y a une année où il s'était gouré. Mais Ironman avait déplacé la ligne, ne l'avait plus mis sur les premières marches, mais l'avait mis en haut. Et au Mm-hmm. final, ça s'était joué là-dessus. Et ouais, alors certes, c'est 1500 balles, hein, mais pour l'esprit sportif de ce qui s'est passé hier et pour les gens qui n'ont pas suivi, c'était petit. C'était petit. Ouais, c'est petit. Alors savoir qu'il y a 1500 balles par l'organisation, mais derrière vous avez les sponsors de natation qui en rajoutent, parce que si vous sortez premier en tête de l'eau, et l'année dernière, si vous regardez les images des 3 premiers qui sortent de l'eau, les 3 premiers c'est les Debourg. Et pour avoir vendu Debourg pendant quelques années et connaître très bien Alex Debourg, je savais qu'il y a des incitations à sortir devant quoi.
Enfin voilà, donc Sanchez qui fait quand même le sprint à la fin. Et s'il y a bien une sortie de l'eau sur le circuit Ironman que vous voulez pas vous taper au sprint, c'est à Nice, parce que vous sortez dans les galets. Si vous poussez fort, les galets roulent, vous repartez en arrière, les vagues vous tirent au fond. Enfin, c'est une chierie, hein, la sortie de l'eau à Nice. Hein. Et, euh, et on a bien vu que Fenella Langridge, elle avait pas l'air du tout, mais pas du tout décidé de laisser la première place, parce que surtout quand tu as quand même nagé devant tout le long. Et, et si vous prenez un petit peu de temps à regarder la retransmission avec les images de natation de Fenella Langridge. C'est pour moi une des plus belles nageuses d'eau libre, peut-être avec Elle Frederiksen, qui malheureusement ne court plus aujourd'hui, mais qui sont des nageuses d'eau libre qui étaient vraiment splendides, toutes les deux dans un style très différent. Alors Elle est très grande, très élancée, elle avait une qualité de passage de bras qui était vraiment époustouflante, mais Fenella, elle est aquatique, c'est-à-dire qu'elle suit les vagues, vous la voyez, enfin, c'est vraiment de la poésie et c'est vraiment comme ça que la natation en eau libre doit être. Et si vous regardez Sanchez à côté, je pense que Sanchez dépensait 25 à 30% d'énergie en plus pour nager à la même vitesse. Fenella avait une telle glisse, c'était vraiment remarquable. Donc sortie de l'eau, et la première surprise parce que il y avait plusieurs packs. Donc dans le premier pack, on avait donc Langridge, Marjolaine Pierret qui sort dans ce premier groupe. Elles sortent 9, les deux petites françaises, donc Julie Yemolo et Marjolaine Pierret, sortent respectivement 8 et 9 de l'eau. Et c'est super chouette, mais par contre, comme tu dis, dans un pack où on retrouve aussi Chelsea Sodaro. Ouh. Voilà. Donc Chelsea Sodaro, ils étaient pas tous super contents de l'avoir emmené avec elle parce que même si Chelsea elle a eu une année un petit peu compliquée, changement de sponsor, changement de plein de choses, changement de vélo, changement de coach, Chelsea elle a quand même gagné Kona en 2022 et en termes de pédigré de coureuse à pied, ils n'avaient pas forcément envie de l'avoir, même si elle a toujours été étiquetée comme étant peut-être pas la meilleure cycliste du lot. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu faux, et parce que un petit peu comme l'image qu'on a d'Annie Haug, qui est pas forcément une des meilleures cyclistes, Chelsea, quand elle a gagné Kona, elle avait quand même fait un gros vélo également. Annie Haug sort avec Laura Philippe à 3 ou 4 minutes de mémoire, et puis derrière, il y a un autre groupe qui était encore à 2 ou 3 minutes derrière. J'ai les chronos exacts qui devraient pas tarder à arriver. Le premier pack sort en 49-13. Elles sont 5-6, je crois, de tête. Ça descend jusqu'à la 6e. Rachel Zelinkas, elle est plus dans parce qu'elle a pas fini. Après, à 30 secondes, Kat Matthews. 40 secondes, nos deux françaises, Julie Emolo, Marjolaine Pierret, Chelsea Sodaro. Et après, ça bascule à 4 minutes avec Indiali qui finit pas la course. Maya Nielsen, Anne Haug, donc qui sortait en 53. Donc elle sortait un tout petit peu moins de 4 minutes, et puis après derrière ça déroule, Nina Doran et ainsi de suite. C'est assez étalé, mais il y avait les deux dangers qui étaient respectivement à 40 secondes et à 4 minutes, quoi. Ouais. Et donc transition éclair. Alors il y a un truc que j'ai pas compris avec la transition, t'as vu, il y avait plus de tente. Oh, alors l'organisation, ouais. C'est quoi ces économies de bout de chandelle de merde, quoi? Les nanas, ça fait vraiment sport enfin, ça fait course de quartier, quoi. Fait Les sport de nanas, quartier, et puis putain. ça fait amateur, et enfin sur le parcours, on y reviendra après, mais c'était un parcours avec route fermée ou route ouverte? Non, non. Ah ben non, non, il y avait le gars avec son Alpine, l'autre qui était Non, posé au milieu mais du virage, ça les, passe à la les... télé, quoi. Enfin, il y a des Ouais, nanas qui ont failli finir dans des pare-chocs. C'est c'est juste c'est juste pas à la hauteur. Non, pas normal. Pas à Pas la hauteur. normal, si tu veux. On parle quand même d'un championnat du monde. Et si tu veux que les filles, elles récupèrent leur sac, elles le balancent par terre, tu te croirais à une brocante, elles prenaient ce qu'elles avaient besoin, elles remettaient dans leur sac et elles repartaient. Pas une tente pour se changer et tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu ça, quoi. Moi, personnellement, sur Ironman, j'ai jamais vu ça. Donc, transition, et là, bim, patatras, coup de théâtre, Annie au crevaison. Elle a dû rouler sur un morceau de verre ou sur un bout de ferraille, le pneu fendu sur 2 ou 3 centimètres. Elle a essayé de foutre une chambre à air, alors les chambres à air super light, là, en plastique transparent, et évidemment, quand vous avez une ouverture de 2 centimètres, ben, il n'y a rien qui marchait. Et
Deuxième carton rouge pour l'organisation, pas de support mécanique dans les 2 ou 3 premiers kilomètres de la course, alors que Annie crève au bout de 200 ou 300 mètres. Et donc, résultat des courses, clignotant, vélo par-dessus la barrière, fin du bal pour Annie Haug. Et c'est plus le cas, je crois, sur Hawaï. Il me semble qu'il y a des motos assistance. Enfin, il y a des points assistance. Là, par contre, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le récit qu'on a bien voulu nous donner. On voit Annie Haug qui a essayé de réparer, mais qui a quand même remis sa roue sans son pneu. Peut-être que l'excuse du pneu ouvert, c'est qu'une excuse, parce que remettre une roue sans un pneu dessus, c'est peut-être aussi parce qu'elle savait pas faire. On avait l'impression que c'était un escargot qui avait trouvé une fourchette quand même, hein. Donc je dis pas que c'est pas une super bonne athlète. La question se pose, est-ce qu'elle savait changer son matos? Je suis pas tout à fait sûr. Je J'ai pas l'info, mais franchement, remettre une roue sans un pneu, ça me donne pas les bonnes indications, hein. Écoute, moi, j'ai trouvé étrange. Alors, il y avait quelque chose d'étrange, si tu veux, parce que pas de support mécanique et à Hawaï, quand vous sortez de la transition, vous avez des motos avec le support neutre Shimano qui sont là et qui sortent derrière les pros. Vous avez au moins 3 ou 4 motos. Chaque fois qu'il y a 10 pros qui sont partis, il y a une moto qui passe. Et le premier a toujours une moto au cul. Alors, quand on est en ville à Kona, vous avez ces 10 premiers kilomètres où vous montez la Kwaikini Highway, vous redescendez en centre-ville et tout ça. Les motos sont là, il y a des points de support technique. J'ai jamais entendu à Kona le fait qu'il y ait un athlète qui ait un problème de crevaison. Il y a même des supports techniques qui sont venus réparer des vélos dans le parc pendant que les mecs étaient en train de nager. Je crois que c'est Crowy, une année, qui crève dans la montée de Palani quand il avait fait le switch sur Specialized. Et il y avait la moto qui était juste derrière, qui lui remplace sa roue et il repart direct avec. J'ai trouvé ça extrêmement surprenant. J'ai quand même la voix un peu cassée. Extrêmement surprenant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit là avec une roue pour Annie. Et surtout, si vous regardez la retransmission, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un qui était avec elle, qui lui chope son vélo et qui lui passe par-dessus la barrière et qui repart avec le vélo avec elle de l'autre côté. Donc, comprendrez ce que vous voudrez. Est-ce que c'était de la mise en scène? Est-ce qu'il y avait vraiment eu une couille? Est-ce que son pneu était vraiment niqué ou est-ce qu'elle savait pas réparer? Toujours est-il que ça amène quand même à certaines questions et savoir. Moi, je serais curieux de savoir exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'on le saura jamais. Au final, ça n'a pas une grosse importance. Mais la course a été complètement bouleversée à partir de ce moment-là. À partir de Euh, là, dès la sortie de l'eau, on a les deux événements, enfin, on a les deux athlètes majeurs, Lucy Charles Barclay et Anne Haug qui sont plus là. On imagine que dans la tête des athlètes qui sont devant, parce qu'elles doivent avoir l'info à un moment donné. Elles l'ont pas eu tout de suite en fait. Non, elles l'ont pas eu tout de suite, mais là c'est boulevard ouvert, donc dans la tête tu gères plus du tout de la même manière. Tu joues plus pour la Ouais. deuxième place, quoi. Je pense que les athlètes qui étaient dans le groupe derrière avec Annie, elles ont peut-être vu quelque chose et on sait tous qu'en course, des fois, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Quand vous voyez un athlète qui s'arrête, est-ce qu'il a perdu une gourde? Est-ce que si? Est-ce que là? Ça peut être compliqué de comprendre exactement ce qui se passe. Par contre, les filles comme Marjo, Julie, Chelsea et tout ça, elles avaient absolument pas l'information de ce qui s'était passé 4 minutes derrière. Et on a vu Marjo prendre le taureau par les cornes. Et elle nous a fait un début de parcours vélo qui était vraiment spectaculaire, quoi. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille, sur un vélo, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de la poésie. Elle est super bien placée. Et moi, j'ai trouvé que elle a vraiment joué son rôle de underdog, la locale de l'étape, et surtout, c'en était putain mais risible. Le niveau des commentaires, personne visiblement la connaissait. Alors systématiquement, elle était référée à la copine de Clément Mignon, mais putain, mais arrêtez quoi. Je veux dire, elle a un nom, la fille, elle existe. Elle n'existe pas parce que c'est la copine de Clément Mignon. Elle existe parce que c'est Marjolaine Pierret. Il y a un moment, il va falloir que qu'Iron Man arrive à nous trouver des commentaires qui tiennent la route, parce que Didi Grisbauer et Michael Lovato, mais putain, mais faut les dégager, quoi. Je vais dire, faut chercher le pied de biche et puis les déboulonner. C'est plus possible. Mais c'est littéralement plus possible. C'était d'une
n'importe quoi. Moi, j'en étais au point de me dire que le meilleur des commentaires, évidemment, il y avait Merinda Carfrae qui était là, qui faisait ce qu'il pouvait pour essayer de remonter le niveau. Mais de l'équipe habituelle Ironman, le moins pire, c'était Greg Welch. Et c'est quand même dire quelque chose. Hein, là. Mais Dede Grisbauer et surtout Lovato, moi, j'en peux plus. Ah, good stuff, Didi. Oh yes. Putain, mais... Et puis, il faisait... surtout, restez bien avec nous, on vous met une page de pub. Ouais, voilà, c'est ça. Et putain, les pubs, le truc de dingue. Non, mais t'as vu ça? Attends, ils partent à vélo et paf, ils nous balancent une pub. Je comprends pas comment une société peut accepter de donner des sous pour de la pub à Iron Man, parce qu'il y a putain tout et n'importe quoi, c'est un putain de marché. Alors, j'avais commencé à noter hier, puis ça a fini par me gonfler. Alors, AG1, Athletic Brewing Company, Morten, Vinfast, c'était quoi les montres? C'est Garmin ou non, j'en sais rien. Ah non, c'est Wahoo. Wahoo, pardon. Ah putain, excuse-moi. Mais t'as de tout dans l'ordre, dans le désordre. Et alors le summum. Alors, on en avait déjà parlé l'autre coup, mais le bandeau avec les commentaires de TryDot, donc des conseils de coaching de TryDot basés sur l'intelligence artificielle. Ça faisait 30 bornes qu'Annie Haug, elle avait mis le clignotant parce que il y avait plus de pneus sur sa lenticulaire. Et il y avait encore des commentaires qui passaient sur le fait que Annie Haug, elle allait revenir et qu'il fallait qu'elle contrôle son effort dans la montée et tout ça. Mais putain, c'est à se flinguer, quoi. Enfin, voilà, ça y est, je vais choper un ulcère. Non, mais ça y est, il va nous faire une montée de tension. Non, mais c'est de pire en pire, quoi. Je veux dire, on est sur un championnat du monde, on devrait avoir des commentaires. Et puis arrêtez de nous passer des pages de pub de merde, on en a rien à foutre de la gonzesse qui court sur le bord de la rivière, qui a besoin d'un plan d'entraînement. Je veux dire, putain, mais c'est quand même vraiment de la merde, quoi. Non, mais il y a trop de bip, là, on va plus rien entendre. Oui, non, mais on s'en fout, putain, on est chez nous. Mais comment tu peux... Et Scott Derue, il était là. D'ailleurs, t'as vu, le gars, il existe vraiment, en fait. Hein. Alors, le gars existe et on peut en parler 2 petites secondes. C'est un vrai VRP parce qu'il est là, il est habillé, il fait le taf, il est habillé en Oka, il a une belle montre Wahoo, il accueille les premiers, mais j'avais l'impression que c'était un touriste qui était perdu, en fait. C'est vraiment ça. Désolé, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il comprend pas trop comment ça se passe. Il est là, il est très certainement hyper doué dans son domaine, mais là, il est en cours d'apprentissage. Et je suis désolé, j'ai du mal à comprendre la décision de mettre un mec hors du sérail à la tête de ce groupe-là, qui est un bateau qui est en train de couler. Le nombre de participants en est une illustration parfaite. Mais aujourd'hui, ce gars-là, s'il n'est pas là avec des décisions drastiques qui pourra pas passer parce qu'il fait partie d'un board, c'est pas lui qui dirige, ça marchera pas mieux. Et ça faisait du mal. Il arrive, il voulait être à côté des athlètes, mais il savait pas comment faire parce que les athlètes, ça fait quand même un petit moment qu'elles tapent dedans. Et il était à un moment donné avec Laura Philippe à la fin. J'ai trouvé ça. T'avais l'impression que, si tu veux, Laura, elle a fait un effort de lui faire un sourire et tout ça. Oui, mais tu te dis, mais t'es qui, toi? Enfin... Ouais, c'est ça. Je pense que la moitié des athlètes le connaissaient pas, déjà, savaient pas qui c'était. Et on peut dire ce qu'on veut sur Messick. Alors moi, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs reprises avec lui, et Andrew, c'est un mec qui est extrêmement intelligent. Il vous écoute, mais il vous entend pas, et puis il en a rien à foutre de ce que vous lui dites. Mais Messick, on peut pas dire il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que il connaissait ses athlètes, il connaissait ses épreuves, et il était toujours présent là. Et moi, pour l'avoir croisé un paquet de fois à Kona, et puis sur d'autres courses également, il a jamais raté l'occasion de me faire un petit signe et puis de venir me serrer la main, même s'il se rappelait plus qui j'étais. Et c'était vraiment le VRP. Là, hier, Derue, il est à la rue, quoi, le mec. C'était, je veux dire. Non, mais. Scott à la rue. Scott à la rue, voilà. On va le rebaptiser. Mais si tu veux, le mec, il avait l'air d'être complètement, il était hors sol, quoi. Il se baladait au milieu de l'aire d'arrivée. Ils étaient là, tiens, mets-toi là, Scott. Ouais, c'est bien. Allez, tiens, ouais, c'est bien là. Pour les caméras, t'es bien placé. Enfin, c'était vraiment de la merde. Donc, c'est infusible, en fait. J'ai l'impression que c'est plus infusible qu'autre chose. C'est une marionnette. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai du mal à le voir acteur sur la trajectoire de la société. Ça fait quasiment 1 an. Enfin, il a pris le 29 janvier. J'ai écouté une partie du podcast qu'il a fait avec Ironman. Il a pris sa position de CEO le 29 janvier. On est le 29 septembre, on va dire, donc quasiment 8 mois. Il a fait les 2 tiers d'une année.
on l'a pas vu, on l'entend pas et on voit pas les actions qu'il met en place ou même l'impulse qu'il peut donner. Enfin, j'ai hâte de voir l'année 2 parce que l'Ironman Pro Series c'est bien, hein, mais je dis pas qu'on s'entend pas, mais pas loin. Quelles sont pour les age group les décisions majeures? Quelles sont pour les acteurs et les téléspectateurs ce qui va se passer? J'y vois pas beau. Si tu veux, quand tu as un changement à la tête d'une grosse société comme ça, en général, l'impact, tu commences à le voir au bout de 3 4 mois, tu as des décisions, tu as des prises de parole. Déjà, il a fallu 6 mois pour qu'on entende le son de sa voix. Et puis, enfin, pour arriver à mettre un visage sur le mec, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est clairement, je pense pas qu'il a les coudées franches. On n'a pas vu une action, on n'a pas vu une décision. Bon, écoute, à voir, ça fera certainement l'objet d'un autre podcast et il faut qu'on revienne à nos moutons à Nice, mais on en était sur la retransmission. Autant sur la qualité des images, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, qu'on arrivait à suivre la course, même si jamais on était quand même, on savait pas du tout ce qui se passait derrière, c'est-à-dire qu'on savait ce qui se passait sur les 3 4 premières, et derrière il y avait aucune information. Encore une fois, il n'y avait pas de tracker GPS, donc on était lié au passage sur les matelas enfin les timing mats qui sont disséminés sur le parcours. Il y en avait un petit peu plus que d'habitude. Il y en avait un peu plus que d'habitude, mais si tu veux, il y avait des moments où tu voyais deux athlètes qui étaient ensemble, alors que sur le timing, elles étaient marquées avec des écarts de plus d'une minute. Et puis surtout, ce putain de bandeau défilant avec les points de l'Ironman Pro Series femmes et hommes. On était au championnat du monde Ironman femmes. Tout le monde se cognait des hommes. Il n'y avait pas un mec sur les courses. Il n'y avait pas une paire de couilles qui se baladait sur les 180 km du parcours vélo. Et ils nous mettaient le classement des mecs sur l'Ironman Pro Series. Non, mais attends, c'est à se flinguer, quoi. Moi, je comprends pas. Enfin, bref. Sur la natation, sur le départ natation, je me suis dit, super, on n'a pas le bandeau. Parce que pendant le début de la Ouais, c'est ce que retransmission, tu m'as dit. Tu m'as dit, regarde, il n'y a pas le bandeau. regarde, ils nous ont entendu, il n'y a pas le bandeau. Et en fait, dès le départ vélo, ils ont remis le Non. bandeau, j'ai dit, ah non, Ah non, bah voilà, ah c'était parti, non. c'était tout pourri. Et puis allez, et vas-y les pubs, et vas-y ici, et vas-y là. Oh. Enfin, bref, c'était vraiment la misère, c'est vraiment compliqué à regarder. Et surtout, ça tient à pas grand-chose parce que, Je comprends pas, il le met en avant, le Scott de Rue, il dit oui, on a travaillé sur la retransmission pour que ce soit plus interactif pour les gens. Non, tu as juste mis plus de tapis pour l'instant. Les écarts, là, il n'y a pas besoin de travailler. Tu téléphones à des gens qui savent le faire, des gens qui retransmettent des épreuves de vélo. Les écarts sont en direct, hein. Ils ont quasiment les écarts plus vite que les ardoisiers qui sont sur place. Donc c'est juste un truc de tracker à GPS et donc un petit peu de dollars à aligner. C'est juste de la technologie à acheter. Enfin, je suis désolé, c'est pas compliqué. Et ça, on avait Laura Philippe et Kat Matthews qui étaient en train de se bastonner. Kat Matthews qui fait une descente pas possible. Et en bas, on a le tracker où elles sont ensemble. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si t'es pas un peu éduqué, tu comprends rien à ce qui se passe. On te dit, mais non, elles sont ensemble alors que l'autre, elle est à 50 secondes devant. Ça veut rien dire. en 2017, Evergreen, on avait triathlon d'Evergreen, distance Ironman à Chamonix, organisé par mon copain Bruno Lebeda. On avait tous une puce GPS avec nous pour qu'ils sachent où on était. Là, c'était une question de sécurité, c'était pour éviter qu'on en perde un petit peu sur la partie course à pied. Mais putain, ça se faisait en 2017. Et Ok, sur l'Evergreen. et sur l'Evergreen, une course où il y avait 150 participants. Donc là, il y avait 45 femmes qui ont pris le départ. C'était quand même pas compliqué d'avoir 45 trackers GPS. À Roth, vous arrivez à savoir exactement où les gens sont à peu près à quelques secondes près. C'est pas normal que ce soit pas fait. Donc, une lisibilité compliquée de la lecture de l'épreuve, aucune information sur ce qui se passe derrière, mais alors là, zéro que dalle, hein. C'est-à-dire que derrière, on savait pas si les nanas étaient à 5 minutes ou à 3, ou à un quart d'heure. Et puis, des commentaires tristounets. Sur le déroulé de la course, Marjolaine, elle a fait toute la montée du col de l'Ecre en tête. Grosse montée vélo où elle avait vraiment l'air d'être à son aise. Et puis, une fois arrivée sur le plateau, sur la deuxième partie de la montée, on a bien vu que Laura Philippe, elle avait quand même descendu dedans et puis qu'elle avait décidé de prendre la course à son compte. Elle rejoint Marjo sur le haut du plateau. Kat Matthew pas très loin non plus. Elle la rattrape, elle la passe et derrière la partie qui est peut-être pour moi la partie la plus compliquée à gérer, qui est cet aspect de plateau avec des up and down permanents. Euh,
Ça a fait du mal, ça. Ça a fait du Ça, mal sur le field. ouais, ouais, ça a fait du mal et c'est là que les écarts se font beaucoup, 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 quoi. Et je sais, apparemment, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de vent sur cette partie-là. Et la dernière montée, le dernier col qui s'appelle, je sais plus comment, qui fait 4 ou 5 kilomètres de montée, avant d'attaquer la longue descente et le retour par la plaine du Var. Et on a vraiment vu qu'il y avait des écarts impressionnants en termes de maîtrise de vélo. Et pourtant Marjo, qui est quand même du coin, qui connaît plutôt bien les routes et qui sait quand même bien tenir un guidon, on l'a vu perdre du temps. Il y a eu un petit peu d'hémorragie de temps à ce moment-là sur Laura Philippe et Kat Matthew. Et Laura, elle avait l'air d'être vraiment extrêmement à l'aise dans cette partie relativement technique. On n'est pas en train de parler de la descente de l'Isoar non plus, hein. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que, si tu veux, il y avait une prise de risque qui était quand même assez importante de la part de Laura Philippe, d'autant plus, et pour moi c'est peut-être le point le plus noir de la course, c'est que on s'est rendu compte au fur et à mesure de la retransmission que le parcours vélo était pas entièrement fermé à la circulation. Il y a eu alors j'ai eu un blanc de 2 heures et demie pendant que je faisais ma course sur la transmission où j'ai pas vu en fait, je dirais du 112e kilomètre à peu près jusqu'au début du marathon, mais sur les 110 premiers kilomètres, il y a eu au moins 10 à 15 fois sur la retransmission des bagnoles qui étaient en plein sur la trajectoire des filles. Euh, une circulation de voitures qui avait rien à foutre ici. Alors oui, c'est compliqué de fermer, mais putain, on met des bénévoles, c'est sur un championnat du monde. Imaginez une retransmission en direct à la télé de la leader de l'Ironman World Championship qui finit dans le cul d'une bagnole ou parce qu'il y a un vieux qui part à la chasse et qui lui coupe la route, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas pro, quoi. Les voitures ont été, heureusement, elles n'ont pas impacté la course, mais on voyait bien. Puis en plus, enfin, on l'a dit, c'est retransmis à la télé, c'est juste une évidence. Le parcours n'était pas à la hauteur en termes de sécurité pour des athlètes et pour l'événement. C'est juste un scandale. Encore une fois, il y a d'autres épreuves qui arrivent à le faire et c'est pas compliqué, c'est pas infaisable. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin, et là, je suis pas sûr qu'ils avaient la volonté de le faire. Donc, pourquoi ne pas mettre tous les efforts sur la sécurité des athlètes? Peut-être parce que les athlètes, c'est pas la priorité. Enfin, je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose. Là, aujourd'hui, à Hawaï, il y a des voitures aussi, hein, qui traversent et qui utilisent. C'est un autoroute, c'est la seule route. Donc, mais une journée par an, bim. Est-ce que Nice, au final, qui est une solution, n'est pas le problème? Parce que c'est avec la multiplicité des événements sportifs et des routes barrées et ainsi de suite, ils ont plus les coups des franches, ils peuvent pas barrer la route tous les week-ends ou tous les 2 week-ends. Donc du coup, ils font la sécurité à minima, mais je suis désolé, ça devrait être un inconditionnel ça devrait être non négociable. On n'a pas la sécurité, on fait pas là, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et moi, l'année dernière, pour avoir fait le parcours de Nice sur le jour de l'Ironman, je peux vous garantir que quand vous êtes dans l'arrière-pays niçois, toutes les routes, tous les embranchements de routes, parce que vous avez cette route vers Coursegoule, Roquestron, etc., qui passe, et vous avez des villas qui sont positionnées un petit peu dans la montagne et qui redescendent à la route. Chaque intersection n'a pas un bénévole. Et ça, c'est pas acceptable. Alors oui, les gens sont informés qu'ils peuvent pas circuler sur la route entre telle heure et telle heure, mais c'est de la branlette. On sait bien que ça marche pas. Déjà, enfin, Déjà, quand tu as des bénévoles, c'est compliqué. Alors, quand t'en as voilà. pas, Alors quand on n'a pas, tu penses bien qu'en plus, oh putain, là-bas, oh c'est le sud, hein. Donc si tu veux, on- enfin, moi je trouve que le facteur risque qui a été pris, ça peut très bien être la fin d'Ironman. Imagine un accident en live à la télé d'une bagnole, un mec qui coupe la route avec une nana qui finit dans le pare-brise. Enfin, c'est une aberration qu'une organisation telle que Nice. Et là, je trouve que j'aimerais bien qu'Yves Cordier il vienne sur le podcast un coup pour nous parler de ça parce que c'est lui qui. Pourquoi tu me fais les gros yeux? Tu veux pas lui parler? ah, c'est pas que je veux pas lui parler, c'est que je crois, ça me ferait plaisir, ça me ferait très plaisir de lui parler, au contraire. Mais nous, on Mais lui envoie l'invitation. Je veux dire, si Yves il veut venir, franchement, enfin, t'es le bienvenu, Yves. Et j'aimerais bien que tu nous donnes ton point de vue d'organisateur à ce niveau-là, parce que moi, j'ai trouvé que c'était pas du niveau d'un championnat du monde. C'est pas normal qu'on ait des bagnoles qui se retrouvent sur le parcours. Alors, on va nous dire, on peut pas sécuriser 180 km, blablabla.
Mes couilles, quand on fait le Tour de France, il y a 3500 bornes de Tour de France, on voit pas une bagnole. Alors oui, c'est pas le budget du Tour de France, on est quand même en train de parler d'Ironman, hein, ok? Ironman, Et pas l'Ironman de Nice, c'est la finale des championnats du monde Ironman. Donc on est sur la vitrine de la société. Alors je faisais les gros yeux parce que il me semble avoir entendu que Yves est peut-être sur la fin de carrière, entre guillemets, parce que c'est bientôt l'heure de la retraite, je crois, hein. Si mes informations sont bonnes, j'en ai discuté un peu avec Vincent Guedes, et il me semble qu'il est un petit peu en prise de recul. Donc est-ce que c'est lui qui a encore les mains là-dessus ou pas? Je suis pas convaincu. Et on sait peut-être un petit peu tous les deux, et c'est pas nouveau. Aujourd'hui, dans la société Ironman, ça va pas non plus super bien. Il y a de moins en moins de salariés, il y a de moins en moins de personnes qui sont impliquées parce que moins de rentrées dit moins d'argent, qui dit moins d'argent dit moins de masse salariale. Et quand tu fais le boulot de 12 personnes, tu le fais pas aussi bien que quand tu le fais le boulot d'une seule personne. Et je pense que là, on voit à la vitrine que c'est juste trop borderline. C'est trop borderline. On peut pas tolérer ce genre de légèreté sur un événement comme la finale des championnats du monde, que ce soit à Nice ou à Hawaï, peu importe. On n'imagine pas les championnats du monde à Hawaï avec des voitures en veux-tu en voilà, quoi. C'est pas non. possible. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un recentrage au niveau de chez Ironman et il y a un recentrage sur de l'américano-américain. On le voit dans le domaine des commentateurs, hein. Moi, j'en ai discuté ce week-end encore avec quelqu'un qui bossait sur Ironman. Et puis, j'en ai discuté avec mon pote Pete Murray, qu'on aura bientôt sur le podcast, qui est commentateur sur toute la partie Océanie et qui était tout le temps en bas du hot corner, en bas de Palani, dans la tour pour faire les commentaires. On lui a clairement fait comprendre qu'à partir de cette année, on n'avait pas besoin de lui à Kona parce qu'on avait un commentateur américain qui était mis à la place. Donc voilà, il y a un gros recentrage. Je ne sais pas dans quelle mesure l'organisation de Nice a eu les coups des franches en termes de budget sur l'organisation. Alors des bénévoles sur le papier, ça vous coûte que dalle, mais derrière, il y a quand même un petit peu de structure à leur donner, il y a de la formation, il y a du temps à leur consacrer, il y a un petit peu d'équipement. Oui, ouais, oui, ça coûte, oui. Bon, bah voilà, c'est un championnat du monde. Si on veut mettre un championnat du monde à Nice, à un moment, faut mettre des ronds en face parce que sinon, un jour, il va y avoir un drame, quoi. Et enfin bref, voilà, la partie sécurité, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement dommageable pour une course de cette ampleur-là d'avoir des voitures sur le parcours. C'était non professionnel, c'était dangereux et ça n'aurait pas dû avoir lieu. Fin du vélo où on a vu une Marjo qui perdait un petit peu de temps sur la partie technique. Laura Philippe qui rentre au parc à vélo avec Kate Matthew. Transition encore une fois à l'arrache par terre, les sacs à l'envers, pas de tente. Et derrière, ces deux demoiselles partent coude à coude. Enfin, Kate Matthew part avec quelques secondes d'avance. On voit Laura Philippe qui prend un petit peu de temps pour à passer au ravito et s'alimenter et s'arroser un petit peu. Pas de lunettes, pas de casquette pour Laura. Et derrière, c'est parti sur des bases dingues. Plutôt solide, et surtout elles se sont vite retrouvées épaule contre épaule. Et là, on a eu le droit à l'aéro noir en veux-tu en voilà. Petit détail technique, mais qui pour moi en est pas un. Laura et Kat se sont assises pendant leur transition, chacune de leur côté, Ouais, euh, sur mais, des chaises qui étaient. mais elles étaient à distance, mais elles se surveillaient. Marjo fait une transition debout. Alors du coup, est-ce que c'était un petit détail que je voulais peut-être un jour aborder avec elle, et j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir. Euh, c'est quand même un moment assez important, une transition. C'est aussi les quelques secondes où tu peux avoir un tout petit peu de récup pour tes membres inf. Est-ce que c'était un choix pour rester dans la dynamique de course? Est-ce qu'elle aime pas s'asseoir sur les transitions? Ou est-ce que c'était volontaire? Je sais pas, c'était une petite question. Détail, mais c'est une des rares, je crois, qui est restée debout pendant sa transition. Ouais, puis est super efficace, hein, Marjo à la transition, ça a pas traîné, bim boum bam, retour dans le sac et parti derrière. Et moi je pourrais la regarder courir toute la journée quoi, hein. C'est vrai que la crinière au vent, elle est légère, elle est aérienne, c'est vraiment une superbe coureuse à pied et elle a littéralement rien lâché, c'est-à-dire qu'elle a fait la course à son niveau, elle n'avait pas les moyens pour se battre devant, mais elle a rien lâché. Alors
il est bon de parler des écarts quand même, parce qu'on a l'habitude sur Kona, généralement, en 10 minutes, il n'est pas rare d'avoir 7 ou 8 femmes qui partent sur le parcours course à pied. Là, il y avait des gaps, mais qui étaient stratosphériques, quoi. Les filles, elles étaient pas dans le même, c'était pas dans le même postcode, quoi. Hein. Il y avait des écarts, parce que Laura et Kat Matthews posent en tête. Celle qui est troisième à ce moment-là, c'est Chelsea. Alors, quand elle pose le vélo? Non, non, quand elle pose le vélo, c'est Marjo qui est C'est troisième encore. Marjo qui est 3 et Mhm. Chelsea qui était pas très loin derrière. Et derrière, Chelsea part plutôt le mort aux dents, couteau entre les dents, revient sur Marjo, la passe. Et puis les écarts se font tout doucement devant à la fin du premier tour à pied. Alors moi j'ai récupéré, je crois, à la fin du deuxième tour à pied où il y avait 42 ou 43 secondes d'avance pour Laura Philippe sur Kate Matthews. Et puis Matthews commence à avoir des petits soucis de crampes. Moi j'ai vraiment cru que c'était la fin du bal et qu'elle allait mettre le clignotant. C'est la deuxième fois sur la saison où elle est victime de crampes. Et juste pour revenir sur le départ, Kat Matthews part en tête, Laura Philippe deuxième à 2 secondes, Marjolaine Pierret troisième à 6 minutes 50, malgré son excellent temps en vélo. On y reviendra juste après. Quatrième, Chelsea Sodaro à 9 minutes 59, donc on va dire qu'elle est à 10 minutes à la sortie du parc. Et cinquième, Marta Sanchez à 12 minutes 30. Et après, tout de suite, ça passe à 17 minutes, 18. Enfin, c'est une hémorragie sans fin. Sur le début du marathon, il y avait déjà des écarts de ma boule. Sanchez, elle a quand même tenu son rang. C'est elle qui fait le sprint pour sortir de l'eau. Et au final, pour une athlète qui est pas vraiment connue sur le circuit mondial, elle a quand même tenu son rang, posé le vélo cinquième, partir cinquième sur le marathon. Bon après ça finit pas comme ça, mais je dois bien dire qu'elle a quand même fait un vélo qui était plutôt solide et puis et même si elle a fini à distance, et c'est là qu'on se rend compte qu'un parcours comme Nice en fait change complètement la donne au niveau du déroulé de la course. C'est que à la fois les écarts sont gigantesques, mais gigantesques parce que Sodaro elle a 10 minutes pour la quatrième. Et elle C'est-à-dire a que jamais réussi à rattraper 2 temps. En fait, c'est le truc qui est vraiment magique. Tout le monde dit que c'est une super coureuse et elle l'a prouvé en 2022 à Hawaï. Mais comme on disait nous, elle a du mal à remettre ça en avant et à réitérer cette performance. Et aujourd'hui, Laura Philippe et Kat Matthews ont toujours gardé cet écart-là. Au pire, elles couraient ensemble, ou au mieux, elles regagnaient du temps. Mais Chelsea Sodaro n'a jamais réussi à gagner du temps. J'ai les splits au semi et à la fin du marathon, et c'est assez impressionnant. Chelsea a jamais réussi. Pendant les 2 premiers tours, elle était un petit peu à la bagarre et on voyait bien qu'elle était à l'attaque, mais les deux devant n'étaient pas là pour rigoler. Et après, quand elle a commencé à s'asseoir et que Kat Matthews a eu ses problèmes de crampes, la messe était dite. Enfin, le classement au semi est exactement le même que le classement à la fin. C'est juste les écarts qui ont explosé. l'impact du vélo sur un Ironman comme ça, l'impact du vélo de Nice sur un Ironman comme ça, on se rend compte que la course, elle est gagnée pour beaucoup sur le vélo. En fait, le podium était dessiné déjà, même le top 5, c'était quasiment dessiné sur, à part Nicky Barlett qui finit 5 grâce à un marathon excellent. Je sais plus quel temps elle a mis, mais elle a couru en dessous de 3 heures. C'est elle qui vient chercher la cinquième place sur la fin. Mais les filles qui posent 1, 2, 3 font 1, 2, 4. Celles qui posent 1, 2, 3, 4 font 1, 2, 3, 4. Pas tout à 1, fait dans le 2, même 1, 2, ordre. 4, 3. Mais les 4 premières à la fin du vélo sont les 4 premières à la fin de la course. Et c'est symptomatique quand même de l'impact que ce vélo a sur cette course-là. Et on l'avait déjà vécu l'année dernière avec les garçons. Hein. Il y avait des écarts en temps qui étaient vraiment énormes. Et il n'y a pas eu de gros changements, à part un mec comme Patrick Langueux qui avait fait un marathon stratosphérique, et puis un Arthur Orso et Léon qui avait réussi à remonter. Mais je dirais, dans le top 10 l'année dernière, il n'y avait pas eu de gros bouleversements. Et cette année, c'est un petit peu la même musique de ce qu'on retrouve. On n'a pas vécu d'explosion comme on peut les avoir à Kona, parce que simplement, il n'y a pas l'impact de la chaleur et de l'humidité. Ou à Kona, vous avez des mecs qui, quand vous prenez une cartouche à 10 bornes de l'arrivée, vous pouvez perdre 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Et là, ça va vite.
Et je pense d'ailleurs que la météo a eu son impact parce que, mais dans l'autre sens, il faisait certainement beaucoup plus frais et beaucoup plus froid que prévu. Natation avec combine, donc avec l'impact que ça a pu avoir sur le regroupement ou pas sur la natation. Puis je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont dû dépenser un peu de calories dans l'eau parce que à 21 degrés, t'es pas confort, hein, t'es pas dans un Non. sauna, t'es pas comme dans la mer, comme dans l'océan, dans le Pacifique. À Hawaï, t'es pas à 27 degrés. Et je pense que les gabarits les plus secs ont dû souffrir de ça. Et ne serait-ce que la natation, ça a dû avoir déjà un gros impact. Et puis il y a eu sur le parcours vélo, je sais pas si tu as remarqué, mais Laura Philippe, elle a mis des gants une fois arrivée en haut du col de l'Ecre, où on a eu, alors je, si certains de notre écoute sont plus malins que moi, ils me diront si je me trompe, mais on entendait les commentateurs que c'était les gants pour rester au chaud, c'était des gants aéros. C'était des gants aéro qu'elle avait dans la poche derrière et je me demande si c'était pas les gants aéro coach qu'elle avait pour la partie du plateau et la partie de descente. Parce que quand vous regardez Laura sur sa position, les mains, enfin ce qui compte énormément d'un point de vue aéro, c'est la première chose qui touche l'air. Et la première chose qui touche l'air avec les nouvelles positions qu'on a, bah, c'est les mains. Les mains sont très hautes et l'impact d'avoir des gants aéros. D'ailleurs, il y a une raison si les mecs sur les chronos des grands tours ont des gants aéros. On parle de 4 à 5 watts. Donc 4 à 5 watts quand vous vous déplacez à 60 km/h dans la partie descendante, l'écart temps peut être relativement important à ce niveau-là. C'était quelque chose que je voulais souligner parce que je pense c'était pas du tout d'un point de vue chaleur parce que c'était, enfin, je pense pas, il faisait pas si froid que ça et malheureusement les commentateurs ont pas réussi à soulever ça et ils ont passé un grand moment à discuter de la mise en place des gants qui à mon avis était, enfin, la raison pour laquelle elle a mis les gants était pas du tout celle qui nous annonçait. Enfin bref, c'était une petite aparté et et donc une victoire au final de Laura Philippe, une victoire majestueuse. Moi, j'ai été super content pour elle. On a vraiment pu voir l'impact que ça avait sur elle dans la partie finale. Elle était, elle a commencé à s'ouvrir à 2-3 kilomètres de l'arrivée. On l'a vu faire des sourires. Et d'habitude, Laura, c'est quelqu'un qui est extrêmement focus et qui montre très peu de choses. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment, déjà, c'était bien filmé. On avait ce mec qui était sur le Segway à côté d'elle, qui filmait, où on voyait ses yeux, on la voyait de temps en temps qui esquissait un sourire. Et, euh, et on a vraiment pu voir tout ce que ça représentait pour elle. Et c'était vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais le triathlon longue distance, putain, c'est pas le foot, hein. Les filles à l'arrivée, donc elle évidemment, enfin, aux anges. Derrière une Kat Mathieu qui était super contente de finir seconde et qui vraiment un beau geste. Le premier truc qu'elle fait, c'est aller féliciter Laura Philippe. Et puis une Chelsea Sodaro qui arrive, qui était complètement, bah, alors elle était complètement dans le brouillard. On la voit passer la ligne d'arrivée, elle avait les yeux perdus et tout. Et d'ailleurs, elle repart en chaise roulante. Elle a vraiment pris une grosse cartouche sur la fin. Enfin, mon chapeau d'avoir fini dans ces conditions-là, parce que visiblement, elle était complètement aux fraises à la fin, quoi. Et notre Marjo qui arrive, meilleure performance récente, parce qu'il y a, donc il y a les Sœurs Mouton qui avaient fait 2 il y a quelques années, 2 ou 3, je sais plus. Isabelle qui avait fait deux. Ouais, ouais. Isabelle qui avait fait 2, mais par contre Marjo 4 sur un circuit comme ça. Alors certes c'est à la maison, mais avec la concurrence qu'il y avait, parce qu'on parle de devant, mais il y a aussi du derrière solide. Donc du coup c'est plutôt vraiment une belle perf. Petit coucou à Julie Yemolo qui finit 30e je crois, après avoir joué crânement devant, que ce soit en natation ou en vélo. Moi je voulais revenir sur le ratio temps vélo et temps marathon de nos 4 premières, parce que j'ai fait sur les 4 premières. Donc on a Laura Philippe qui gagne avec un temps vélo de 5h02, meilleur temps vélo, et avec un marathon en 2:44,59. Mais là où c'est impressionnant, premier semi 1h21, deuxième semi 1h24. Il y a très peu d'écart, il y a 3 minutes d'écart entre les deux. Kat Matthews 5h05 en vélo, marathon en 2:53, donc le delta il se retrouve uniquement là bien sûr. 1:22 au premier semi, donc elle court déjà, elle fléchit un tout petit peu par rapport à Laura. Elle court le deuxième semi en 1:31, donc il y a 9 minutes d'écart. On parle plus du tout de la même chose. Donc là, Chelsea, encore une fois, quand on la voit marcher à cause de ses crampes, c'est là que
on se rend compte que dès l'instant où on arrête de courir et qu'on marche, C'est fini. ah bah là c'est une hémorragie de temps. Chelsea Sodaro, donc 5h15. Effectivement, elle est un petit peu détachée du pack de devant en termes de temps vélo, mais elle court en 2,54. Kat Matthews 2,53, Chelsea Sodaro 2,54. Donc, encore une fois, elle n'a pas repris de temps majeur. En 1h23 finissant complètement fumé. en finissant, mais à la rue complet. 1h23 sur le premier semi. Donc, même sur le premier semi, elle reprenait pas de temps, elle en perdait. Et 1h31 aussi sur le deuxième semi. Donc, idem, plus 8 minutes dans la tête. Et Marjolaine Pierret, donc c'est là où je trouve que la perf de Marjo est encore plus révélatrice de ce qui nous attend dans les années à venir, parce que faut pas oublier que Marjo est toute jeune, hein, elle a 24 ans sur les circuits longue distance, c'est un bébé. 5h12 en vélo, 3h02 sur le marathon, avec un premier semi en 1h29 et un deuxième semi en 1h33. Donc elle a quasiment le même delta qu'avec Laura Philippe. Donc grosse perf. Et vivement les années à venir. Marjo, il y a tout à gagner. Ouais. Moi, il y a un sujet que je voulais aborder, c'est quelque chose qu'on voit apparaître sur les images d'hélicoptères. C'est que il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangé moi sur la partie vélo, c'est que il y avait systématiquement des motos autour de la tête. Et quand je vous parle de motos, c'est 3 motos. Laura Philippe, il y a des moments où on voit une retransmission pendant plusieurs minutes où il y a 3 motos qui sont autour d'elle. Il y a la caméra qui est à 1 mètre à côté d'elle. Il y en a une qui est derrière et on sait que quand vous avez une moto derrière, elle vient pousser l'air devant. Et il y en a une qui est 20, 30 mètres, voire des fois moins devant sur le milieu de la route. Alors, certes, c'est peut-être pour des questions de sécurité. Moi, d'un point de vue sécurité, quand on met une moto de gendarme, c'est pas 10 mètres devant le cycliste qu'il faut qu'elle soit, c'est 150 mètres pour faire garer les bagnoles, ou 200 mètres, ou 300 mètres pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui s'engage dans la rue. Mais c'est quand même un problème qui est récurrent. J'ai vu Joe Skipper, j'ai vu Jack Kelly qui avait fait des commentaires à ce niveau-là. C'est quand même aberrant que aujourd'hui on voie en live à la télé le fait que vous avez des motos qui sont là et qui impactent grandement Le la déroulé course. de la course. C'est quelque chose, malheureusement, ils veulent faire de l'image à tout prix. Et donc, ils prennent la décision inverse de Roth. Roth qui a décidé, on s'en rappelle, De hein, virer les motos, ouais. de diminuer drastiquement le nombre de motos à l'avant de la course pour ne pas influencer, parce que eux, c'est l'avènement sportif et c'est l'événement du sport avant tout. Là, Ironman prend les décisions à l'envers. C'est encore une fois le choix de l'argent et le choix au détriment des athlètes. Wait and see. Bah, surtout que si tu veux, tout ça, c'est, enfin, les critiques qu'on a portées aujourd'hui, moi je trouve que c'est des choses qui sont relativement faciles à fixer, quoi. Donc, bah, moins de motos, ouais, ok. Surtout qu'ils ont des hélicoptères. Il y a les hélicos, tu payes les hélicos, bah, t'économises sur les motos. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 motos qui soient collées à côté. Une moto pour filmer la tête de la course, oui, ok, très bien, super, parfait, pas de souci. D'avoir 3 motos autour et allez regarder sur l'Instagram de Jack Kelly, vous avez des retransmissions pendant des minutes entières, vous avez des motos qui sont et les routes sont putain étroites, quoi. Je veux dire, c'est pas la Queen K, hein. Donc les routes de l'arrière-pays, quand vous avez 2 motos qui sont une devant, une derrière et une sur le côté, je peux vous garantir qu'il y a un sacré écart en watts. Et j'aimerais bien avoir l'avis de Marjo à ce niveau-là, si elle veut venir nous en parler, parce que je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé quand Kate Matthews et Laura Philippe l'ont passé et avoir un petit peu son insight sur le déroulé de la course avec l'impact que les motos elles ont eu, parce que le fait que Marjo elle ait été droppée comme ça relativement rapidement, au début j'ai pas trop compris. Maintenant je me demande s'il y a quand même pas eu un impact extérieur de par ces motos qui ont fait qu'elles ont tendance à tirer un petit peu les athlètes sur le devant et avoir eu un impact considérable. Ça aurait certainement pas changé le résultat final, mais en termes d'écart, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu tout à fait les mêmes écarts. Enfin, moi pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que on a vu du grand spectacle de la part des athlètes, ça c'est indéniable, vraiment les filles, vous avez fait un job qui était extraordinaire, et c'était vraiment super. Malheureusement, je trouve que l'arène qu'on vous a mis qu'on a mis en place pour que vous puissiez faire cette compétition
était pas au niveau d'un championnat du monde. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'arrive pas à avoir un certain niveau de standard et de qualité au niveau de l'organisation d'une course, parce que d'avoir des bagnoles sur le parcours, d'avoir une absence de support technique à la sortie du parc, d'avoir des motos qui entourent les premiers, euh, et puis d'avoir pas d'écart, pas de savoir ce qui se passe à l'arrière de la course. Je trouve que c'est pas du tout du niveau d'un championnat du monde pour un sport qui se veut du plus haut niveau mondial, quoi. On verra bien ce que ça va donner. On espère que ça va changer dans le bon sens. On va croiser les doigts. Ouais, en tout cas, bravo les filles. Un beau spectacle. Maintenant, toutes les lumières vont se tourner sur Ibiza. Le T100. Le T100 d'Ibiza, on aura l'occasion certainement d'y revenir une fois que les start lists auront été publiés. Est-ce qu'on va avoir une Lucy Charles? Est-ce qu'on va avoir une Annie Haug à Ibiza? Et moi, je suis quand même super. Ouais, si Annie, il n'y a pas de raison qu'Annie soit pas au départ du T100 à Ibiza. À plus forte raison, le fait qu'elle ait pas couru à Nice, de voir la confrontation avec les autres filles, c'est quand même parce que il y a Taylor Knibb, hein, qui est quand même annoncé, il y a, il y a quand même du gros au niveau de la start list hommes et femmes. On verra peut-être d'ici mercredi de savoir si tous ceux qui sont annoncés sont confirmés. Mais je pense qu'Ibiza va nous offrir un beau spectacle. Et puis, ça sera intéressant de pouvoir faire une comparaison en termes de retransmission et puis de qualité des commentaires sur ces deux épreuves majeures du circuit, quoi. Pour l'instant, alors juste pour la petite anecdote, hein, parce qu'on n'y est pas encore, on a encore quelques jours, mais sur la start list, effectivement, nous avons, et je parle que de celles qui ont couru ce week-end, Anne Haug, Chelsea Sodaro, Indiali, mais qui n'a pas fini hier, Kat Matthews, Laura Philippe, et Lucy Charles Barclay et Marjolaine Pierret. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 athlètes qui ont couru un Ironman championnat du monde et qui doivent courir quelques jours plus tard un T100 sur lequel on sait que c'est pas la balade du dimanche, quoi. Bon, je pense pas que Chelsea elle y sera, hein, parce que vu la cartouche qu'elle a pris Ouh. hier à la fin du marathon, si là elle s'est refait de la cerise, c'est bravo. Marjo, ben je sais pas, peut-être voir aussi comme elle avait l'air d'être une des plus fraîches. Indiali, ben on n'en a pas parlé sur la course, mais après à part avoir gagné le T100 et puis elle a nagé devant aussi Oui, oui, Indiali elle était hier, devant. elle était dans le groupe de tête, mais à côté de ça, on peut pas dire que sa saison aujourd'hui, elle est le reflet de la première course, et c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est une athlète qui mérite un petit peu mieux que ça. Mais ouais, Ibiza, ça va être super intéressant. Et puis, ben, on va vous enregistrer un petit épisode à ce sujet-là certainement en fin de Ah semaine. oui, oui, oui. Ben, puis ça sera aussi surtout l'occasion de voir un peu le build-up vers Kona des gros concurrents pour la course, puisque on aura donc Clément, Beckegaard, on a qui c'est qu'on va avoir encore Léon, qui c'est qui sera à Kona encore Sam forcément. Donc il y aura deux trois concurrents qui vont être là-bas, qui seront pas là pour faire de la poésie. Ça va encore écraser du gros watt. Ça va être beau la course homme et la course femme. Et puis voilà. Surtout que je sais pas si tu as entendu, mais ils ont changé le parcours par rapport à l'année dernière. Moi, j'étais à Ibiza l'année dernière et le parcours vélo, c'était un aller-retour entre deux ronds-points qui étaient boring as shit, comme disent nos amis anglo-saxons, et qui était pas du tout spectaculaire. Là, ils ont eu l'autorisation d'utiliser des routes qui longent le bord de mer, et l'endroit d'où la course part, c'est tout sauf plat. Donc euh, l'information que j'ai eue, moi, c'est que le parcours vélo, alors les autorisations étaient données à 90%, alors comprenez ce que vous voulez, ce que ça peut dire, mais si le parcours tel il était en cours de validation est confirmé, on va avoir un parcours qui va être au moins aussi spectaculaire que celui de San Francisco. Donc très bien. Du gros, il y avait même certains athlètes qui se posaient la question de savoir ils allaient utiliser un disque ou pas. Moi, je trouve que c'est bien. Plus c'est dur, mieux c'est. De toute façon, les mecs, c'est des pros, hein. Ce qu'ils sont payés.
Oh, le vendeur de steak haché. T'as vu ça un peu? Steak haché vegan, s'il te plaît. S'il te plaît. Et tiens, d'ailleurs, un petit aparté sur les food trucks. Il y avait 3 food trucks qui étaient à Vichy. Et j'ai trouvé super. Et moi, je tire mon chapeau. Sur les 3 food trucks, il y en a 2 qui proposaient des trucs végétaliens ou végétariens. Et je trouve que c'est vraiment un super truc. Et pour en avoir discuté, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben moi, je suis vegan depuis une dizaine d'années. Mais pour en avoir discuté avec les gars des food trucks, donc il y avait une paire de British là, qui faisaient des fish and chips et puis des saucisses veggie et tout ça. Et les mecs disaient que c'était à peu près 50% de leur vente, qu'il y avait de plus en plus de demandes. Ben, moi, je dis bravo les gars, c'est bien. Petit aparté pour ma... Conclusion du jour. Ça sera la conclusion du jour. On vous souhaite à tous une bonne semaine. Moi, j'ai une putain de journée de temps, mais un truc de fou là. Là, je te dis pas ce qui tombe dehors, c'est à pleurer. Toi, c'est pareil à Bourg-en-Bresse? Pareil, la même. Pareil. Ok, très bien, nickel. Donc aujourd'hui, plus de Zwift. Comment ça va ton entraînement, toi? Parce qu'il paraît que tu as une course qui arrive là. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Bah, c'est vieux un peu, donc ça grince un peu tous les matins quand ça se réveille, mais non, ça va C'est bien. ce qu'on dit, hein. Après 50 ans, quand tu te réveilles et si t'as pas de douleur, c'est parce que t'es mort. Hein. Donc ça va, je suis en vie. Bien en vie. T'es en vie, ouais. Impeccable. Ça, c'est, moi, je vais aller vider la bagnole parce que j'ai la combi qui trempe toujours dans le coffre de la bagnole des lacs d'Allier Ah oui. hier. Et je pense que je vais mettre un coup dans la piscine cet après-midi. Mais comme on courait, tu sais, dans ce parc à Vichy, là, avec une partie goudron et puis il y avait une partie gravier. Et courir quand il pleut comme ça, les graviers qui te remontent dans les godasses, je me suis bien poncé les 2 talons, les 2 tendons d'Achille. Donc là, il va me falloir 2-3 jours avant de pouvoir remettre les baskets. Recourir. Allez. Ouais. Voilà les amis, on vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous fait une grosse bise. Ciao, ciao les bandits. À bientôt. À Bonne bientôt. journée. Ciao, ciao.